Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des scènes horribles se multiplient sur le théâtre de la crise anglophone après l'assassinat de 3 chefs traditionnels dans le Lébialem et un doigt accusateur pointé vers des séparatistes. C'est une vidéo amateur devenue virale qui montre un homme soupçonné d'être un terroriste, violenté, torturé et passé à tabac. Impliqués dans ces actes de barbarie, 8 éléments des forces de défense et de sécurité ont été mis aux arrêts après une vague d'indignation observée sur la toile. Face aux multiplications de ces violations meurtrières, un parlementaire français peut-il mener un plaidoyer visant à inscrire la résolution de la crise anglophone dans l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies? Vous suivrez en ouverture de ce journal la réaction de la classe politique camerounaise après ces actes de barbarie et de violence meurtrière observés sur le théâtre de la crise anglophone. Où en est-on avec les projets routiers inscrits dans le cadre du plan d'urgence triennal? La route Douala-Bonnet-Poupa-Yabassi est loin d'être achevée. Cela risque d'être reporté à nouveau, la date de livraison de ce chantier, et le calvaire des populations se poursuit. Pourtant, de l'argent a été injecté pour le financement de ce projet. Qu'est-ce qui se passe? Élément de réponse au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ce sont des images choquantes mettant en exergue des actes de torture et d'humiliation perpétrés sur un homme soupçonné d'être un terroriste et un relais criminel. Sans armes, cet homme est à la merci des éléments des forces de défense et de sécurité, une situation dénoncée par le sous-préfet dans le département de Ndonga-Menton, notamment le sous-préfet de Ndou, dans le département de Ndonga-Menton, région du Nord-Ouest. Le récit de faits avec Carlos Minoué et Jean-Paul Chouniat. Sur cette vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux depuis le 11 février, cet homme, présenté proche des séparatistes armés, subit la fureur des hommes en tenue, à coups de pied et de machette. Dans un interrogatoire bien arrosé, des hommes en tenue tentent d'arracher des aveux à leurs victimes sur son éventuelle proximité au combattant Amba Boys, auteur de plusieurs assassinats de militaires, policiers, gendarmes et civils dans les 2 régions du Cameroun anglophone en crise depuis 2016. Frappé violemment au dos, au ventre et à la plante des pieds durant une dizaine de minutes, l'habitant de Ndou, qui se nommerait Jean Faye Mbongon, a reconnu avant le début de ses sévices avoir des frères Amba Boys, dont il ignore cependant où ces derniers se cacheraient en brousse. Et 3 jours après la diffusion en continu de ces images émouvantes sur la toile, le sous-préfet de Ndou dans le département du Ndonga-Menton au nord-ouest demande des explications aux chefs militaires des différentes unités en poste dans son territoire de commandement. Dans son message porté à ses commandants de troupes, le sous-préfet Adamou Chouaï Bou Ibrahim s'indigne de l'audace et le courage de leurs éléments à torturer à mort un citoyen, filmer la scène horrible et la diffuser sur les réseaux sociaux. Au-delà de condamner cet acte barbare, l'administrateur civil principal exige par ailleurs des sanctions disciplinaires exemplaires et des poursuites judiciaires contre les hommes en tenue coupables de ces traitements inhumains. La soif de justice du sous-préfet de Ndou sera-t-elle entendue en haut lieu? Affaire à suivre. L'armée camerounaise a authentifié cette vidéo présentant un homme interrogé, puis violenté et passé à tabac par des éléments des forces de sécurité et de défense. Selon le ministère de la Défense, la scène se déroule dans la journée du jeudi 11 février 2021 dans la localité de Ndou, département de Ndonga-Menton, région du Nord-Ouest. Les premières investigations menées ont conduit à l'identification de la victime, le nommé Jean Faye Fungon, soupçonné selon l'armée d'être un relais criminel et un terroriste local. Dans ce communiqué, l'armée regrette un acte inacceptable et déclare avoir identifié 2 gendarmes, 2 soldats, 4 policiers impliqués dans ces scènes de torture. Les mises en cause ont été arrêtées et placées en détention
à la brigade, passée en garde à vue, à la brigade territoriale de gendarmerie de Ndou, sur instruction du ministre délégué à la présidence, chargé de la défense. Des enquêtes disciplinaires, administratives et judiciaires ont été ouvertes pour préciser les contours de ces intolérables agissements qui, selon l'armée camerounaise, sont en rupture avec le respect des règles d'engagement et la protection des droits humains, principes cardinaux auxquels les forces de défense et de sécurité sont astreints. Réagissant à ces scènes de torture, l'honorable député Jean-Michel Nitieux dénonce des images terrifiantes et insoutenables d'une barbarie injustifiée. Le député SDF exige des enquêtes en vue de l'identification des auteurs de cette déshumanisation et la sanction la plus lourde à l'encontre des éléments reconnus coupables d'un acte primitif et odieux. Le président régional du SDF pour le littoral appelle l'armée à intégrer dans son comportement opérationnel des attitudes dictées par des canons bien connus en la matière. Le MRC réagit également en condamnant avec la dernière énergie des actes qui ternissent l'image des forces de défense camerounaises et l'image du Cameroun. Le MRC demande que les auteurs de ces actes criminels facilement identifiables soient jugés et condamnés et la victime devra être prise en charge par l'État, s'exprime ainsi le secrétaire national délégué chargé des droits de l'homme, Maître Sikati, secrétaire délégué des droits de l'homme au sein du MRC. Et du sang qui continue de couler sur le théâtre de la crise anglophone. Selon le préfet du Lébialem, 3 chefs traditionnels ont été kidnappés dans la soirée de samedi 13 février 2021. Conduits à la place du marché à Esso-Ata, ils ont été assassinés. L'autorité administrative accuse Olivier Lekaka, connu sous le pseudonyme de Field Marshall, d'avoir commis ces crimes sur instruction de Chris Anou, un autre leader du mouvement séparatiste anglophone. Les proches de ces mises en cause nient les faits, mais sur son compte Twitter, le ministre Paul Tasson publie les photos des chefs traditionnels assassinés. Dans un communiqué, ce ministre, coordonnateur du plan de reconstruction des régions anglophones, invite les élites de cette localité à condamner ces exactions commises sur des civils à travers l'organisation d'une manifestation prévue à l'esplanade du Musée national à Yaoundé en milieu de semaine, fait savoir le ministre Paul Tasson dans un communiqué. 1 an après le massacre des civils survenu en Garbour dans le chaudron de la crise anglophone, les autorités administratives se sont rendues sur les lieux afin de pouvoir manifester leur solidarité à l'endroit des victimes de ces massacres. De nombreuses populations ont quitté les lieux redoutant les affres de cette guerre contre les mouvements séparatistes anglophones. C'est le constat que font Flavien Dongo et Stella Mbou dans ce reportage. Vu du haut, le climat semble serein, mais à y voir de près, c'est le désert en Garbour 3. 1 an après le massacre qui a fait une vingtaine de morts, la nuit du 13 au 14 février 2020. Sur les lieux du crime, quelques ustensiles et des maisons abandonnées. Mais bien plus, une tombe en guise de fosse commune qui attire le gouverneur de la région du Nord-Ouest et sa suite venue rendre hommage aux disparus. We are commemorating the victims today, but maybe later on, the family will still organize the funerals. Zone difficile d'accès, Garbour 3 n'est plus que l'ombre de lui-même. Des personnes déplacées et par ailleurs rescapées du massacre peinent à y retourner malgré la présence des forces de défense qui y ont installé une base. I am not able to go there because when I go there now, I will feel pains. Remember my mothers, my sisters, and the chickens that they burn with fire, it will be worrying me. Adolphe Lélé l'Afrique regrette ce qui est arrivé en Garbour, mais tente de rassurer la population. The future of our nation is bright, provided we rely on our government, we rely on our head of state. Alors que le procès est renvoyé au 18 février 2021 pour ces meurtres de Garbour survenus le 14 février 2020, le gouvernement camerounais avait admis que ses forces de sécurité étaient partiellement responsables des meurtres.
2 soldats et un gendarme ont été arrêtés et accusés de meurtre, d'incendie criminel, de violence contre une femme enceinte et de violation des consignes. C'est une affaire à suivre. Devant l'escalade de violences meurtrières sur le théâtre de la crise anglophone, le parlementaire français Sébastien Nadeau annonce sa mobilisation pour un plaidoyer visant à inscrire la résolution de la crise anglophone dans l'agenda de la prochaine session du Conseil de sécurité des Nations Unies sous la présidence américaine. Objectif, attirer l'attention de la communauté internationale et son implication pour mettre un terme aux violences meurtrières qui ont déjà fait des dizaines de milliers de déplacés, des dizaines de milliers de réfugiés au Nigeria et des millions de déplacés anglophones à travers le reste du territoire camerounais. Toujours dans l'actualité, Mamadou Mouta, premier vice-président du MRC, accueilli en triomphe dans le Septentrion, précisément à Tokombéré, un retour après 18 mois passés en prison, mais la verve est restée la même. Et le président national, Maurice Kamto, président national du MRC, a tenu à l'accompagner dans ce retour pour rassurer sa famille politique et ses parents sur son engagement à poursuivre le combat pour l'alternance démocratique et l'amélioration des conditions de vie des populations. Compte rendu, Amadou Daïrou et Gladys Sidier. La population de Tokombéré en général et la famille Mota en particulier est très fière de toi. C'est le cahier d'un retour au village natal pour Mamadou Mota. Après 20 mois passés en prison, il retrouve enfin les siens. Une chaleur fraternelle qu'il partage avec d'autres cadres de son parti et le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun. À Tokombéré, pour marquer ce retour en grande pompe de Mamadou Mota, un meeting est organisé en son honneur. Il reçoit une lance en signe d'encouragement pour la suite de son combat. J'avais dit que je reviendrai ici avec le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Monsieur Mamadou Yacouba Mota. Il est là aujourd'hui. Nous nous sommes battus jour et nuit de toutes nos forces avec les avocats pour qu'on le libère parce qu'il a été arrêté de façon arbitraire et détenu de façon illégale pendant 20 mois. Son dossier est vide, il n'y a rien contre lui. Mais ils ont réussi à lui faire 20 mois de prison. Certains espèrent de cette façon l'éliminer politiquement, parce qu'on voulait absolument lui faire un casier judiciaire. Mais sa réhabilitation fait partie de nos luttes. Et notre lutte n'aura abouti que lorsque tous ceux qui ont été illégalement, irrégulièrement condamnés auront été réhabilités. Mamadou Mota est allé en guerre et il est revenu. Mais la guerre n'est pas terminée. Les jeunes de cette localité le présentent comme un modèle et déclarent qu'ils ont dû braver des interdictions et intimidations pour prendre part à ce meeting. Bon, il y a eu un peu d'intimidation de la part des membres du régime qui ont menacé et même intimidé des jeunes de ces rendaient plus massivement à cette cérémonie. Mais que ça en tienne, vous voyez quand même, les gens ont bravé, certains ont bravé cette intimidation, les gens ont traversé pour venir accueillir leur fils, Mamadou, qui est là actuellement. Nous sommes en joie, mais la joie est un peu débordante parce que je n'arrive pas bien à parler parce que vous comprenez, je vais dire quoi, nous sommes dépassés de joie en fait, parce qu'on nous a promis qu'il ne reviendrait jamais. C'est pour ça que je pleurais, c'est pas parce que je voyais, mais le fait qu'il soit revenu, c'est pour dire qu'on a ce que les gens avaient prévu a échoué. Bon, hormis la prison, les gens de Tokombéré sont des prisonniers. On est prisonnier quand tu n'arrives pas à manger chez toi, tu es un prisonnier. Quand tu n'arrives pas à aller à l'école, tu es prisonnier. Les 50% des étudiants de Tokombéré sont au chômage. Ils sont au chômage. Les enfants qui ont plus de 40 ans sont là à la maison. Ils sont à la maison, ils mangent la nourriture de leur papa. Or, un enfant qui a 40 ans devait avoir sa famille. Il devait aider son papa. Un père qui a 80 ans, qui son fils est à la maison.
on vit la misère. Il faut que la jeunesse se mobilise. Il faut qu'on prenne notre responsabilité. Après sa sortie de prison, le premier vice-président du MRC a réaffirmé sa détermination à poursuivre son combat pour la renaissance. Parlons à présent de la construction de la route Douala-Bonepupa-Yabassi. C'est l'un des projets routiers inscrits dans le cadre du plan d'urgence triennal. Je vous le disais en titre, ce projet connaît un énorme retard. Après les promesses de livraison de ce chantier faites en 2019 et 2020, les travaux d'aménagement routier risquent de ne pas être achevés cette année 2021. Et pour cause, le chantier connaît d'importants goulots d'étranglement qui freinent son exécution. Partant de Douala, nos reporters Donald Brice-Cargan et Cédric Chouna ont partagé le calvaire des voyageurs qui se rendent à Yabassi. Voici le grand reportage. Mais vous savez pourquoi je suis ici? Embarquement pour Yabassi dans cette gare de fortune qui porte le même nom à Douala. À bord de ce pick-up, l'équipe d'Equinox Télévision qui a opportunément choisi de vivre la réalité des usagers de cette route en voyageant dans les conditions de ces Camerounais ordinaires s'apprête à rejoindre le chef-lieu du département du Cam. À peine sorti de PK21, un nuage de poussière vous annonce le premier tourment. Cette route Douala-Bonepupa-Yabassi est un projet du plan d'urgence triennal. Avec ses deux phases, il a démarré en 2017. La route est nivelée et les contorsions que faisait subir cette route aux usagers se sont certes amenuisées, mais son bitumage était censé être achevé en fin 2019. En cette saison sèche, les boubiers géants ont laissé place à des nuages de poussière. Irrespirables. Les gros camions, quand il parle les grimiers et les camions de la société qui est en place, qui fait les travaux, nous souffrons de la poussière parce que les gars n'arrosent pas. Parfois même, il a fallu que les gars de 21 se révoltent, bloquent les engins pour qu'ils puissent arroser. Donc parfois aussi, quand ils arrosent, c'est limite au niveau de 21 là. À partir de 23, 24 en montant, ils ne le font pas trop. Ici, oui, au niveau de la barrière de 24. Le passage du bitume ici devrait transformer logiquement leur quotidien. L'enjeu, c'est faciliter l'écoulement des produits agricoles tout en connectant la capitale économique à l'impressionnant bassin qu'est le Cam. Les lenteurs du projet irritent. I'm so much disappointed because it's a very long project and I've not been seeing the advancement of the road as compared to the time given to the company in question. So I see no work done as compared to the amount of time that I've been in the field. Déjà dans le tourisme, moi j'ai fait le jeu de Yabassi. Vous comprenez? Nous avons une richesse ici. Nous avons une richesse, que ce soit à Kondjok, que ce soit à Soleil, que ce soit à Lamba, que ce soit en Dalé, partout et ailleurs. Regardez par exemple, même dans le même forestier. Les conditions de voyage en saison sèche comme pluvieuse ne rendent pas le département très attractif. Du coup, l'idée d'aller à Yabassi et ses environs reste toujours un peu répugnante, malgré des avancées ces dernières années sur le parcours. Seuls quelques véhicules de transport font le trajet, surtout s'ils ont la robustesse requise. Mais l'espoir des usagers, c'est que le bitumage baisse également le prix du transport. Le transport, par exemple, qui est aujourd'hui à 3 000 francs parce que la route n'est pas bitumée. Et déjà, si on bitume la route, je pense qu'on doit réduire le transport même à 2 000 francs. On espère qu'après la route, les transporteurs vont comprendre qu'il faut réduire le prix du transport. 1500 2000. Nous sommes sur le deuxième tronçon de ce chantier entre Bonepupa et Yabassi. C'est 45 km à bitumer. Sur certains tronçons, on aperçoit du bitume, mais les obstacles sont quasiment similaires que sur le premier et qui retardent les travaux. Entre autres, le déplacement des réseaux d'eau et d'électricité, la libération des emprises, mais surtout les questions budgétaires. L'entreprise engagée ici évoque un défaut de paiement à temps de ses décomptes. La question est au cœur d'une récente descente ici en fin 2020 du ministre des Travaux publics. Après 2019 et 2020, la date du 31 juillet prochain ne sera pas honorée au regard des obstacles à ce projet de 61 milliards de francs CFA, confie une source autorisée. Le paiement des décomptes. Le gouvernement respecte désormais depuis quelques mois le calendrier de règlement de ses factures. Aujourd'hui, le gros obstacle, c'est le déguerpissement des usagers
situés sur les emprises et leur indemnisation. De grosses lenteurs sur ce sujet retardent l'évolution des travaux qui se situent aujourd'hui à 50% et 60% respectivement sur le premier et deuxième tronçon. Mais une certitude, l'on court vers un troisième report de la date de livraison. Projecteur à présent sur l'hôpital de district de Garoua-Boulaye qui connaît des difficultés à offrir des soins de qualité aux malades. Cette formation hospitalière souffre d'une insuffisance criarde de personnel soignant qualifié et de plateaux techniques vétustes, en l'absence d'une ambulance pour transporter les cas d'urgence à Bertois, situé à 250 km de Garoua-Boulaye. Les quelques infirmiers et médecins présents s'activent sans énergie électrique à faire face à un afflux de malades centrafricains et camerounais. C'est le constat que font Emmanuel Diop et Marcelin Gansop dans ce reportage. Ici, le service des urgences de l'hôpital de district de Garoua-Boulaye. C'est la porte d'entrée de cette formation hospitalière. Et le personnel, bien qu'en nombre insuffisant, ne chôme pas. Au contraire, il y a fort à faire au quotidien. Ce qu'on fait ici, c'est quoi? C'est de recevoir les patients qui viennent en urgence avec des cas critiques. Et on essaye de lever l'urgence. Dès qu'on lève l'urgence, on envoie dans les services appropriés. Par mois, nous partons souvent à 250-300 patients qu'on reçoit ici dans le service. Et en ce qui concerne le personnel, c'est toujours insuffisant parce que le service est tellement saturé, surtout avec l'affluence des réfugiés, des nouveaux réfugiés qui entrent chez nous actuellement. Nous avons souvent, surtout en journée, même comme les autres personnels sont là, nous sommes souvent débordés avec le travail. Et encore plus la nuit, vraiment difficile pour nous de prendre bien en charge les patients. C'est que l'hôpital en général n'est pas suffisamment fourni en personnel, bien qu'il offre presque tous les services que l'on retrouve dans une structure sanitaire de cette catégorie. Ici à l'hôpital de Garoua-Boulaye, nous avons 5 médecins généralistes, mais qui sont capacités au quotidien afin de pouvoir faire au minimum des césariennes et des herniographies. Il n'y a pas de spécialistes? Nous n'avons pas de spécialistes dans cet hôpital. Le service de radiologie n'est pas opérationnel à l'hôpital de district de Garoua-Boulaye. Nous avons l'appareil de radiographie, mais nous avons une panne au souci de cet appareil-là. Il y a une pièce qui manque, que nous n'avons toujours pas pu remplacer du fait de la pandémie à coronavirus, qui fait en sorte que nous ne pouvons pas commander le matériel pour pouvoir remplacer cette pièce-là. Voilà qui pose le problème de la qualité du plateau technique de cet hôpital. Le plateau technique n'est pas parfait, mais nous avons quand même le minimum pour fonctionner au quotidien. Nous avons du matériel de chirurgie pour pouvoir opérer, parce qu'ici aussi nous faisons de la petite chirurgie, nous faisons de la laparotomie, nous faisons des césariennes au quotidien, nous faisons des herniographies. Donc les malades sont quand même pris en charge avec le matériel à disposition. Nous avons un bloc opératoire qui fonctionne 24 heures sur 24 avec des médecins à disposition. L'une des plus grandes difficultés de cette structure sanitaire est l'alimentation en eau et en électricité. Garoua-Boulaye bat le record de délestage, ce qui plombe au quotidien le fonctionnement de cet hôpital. Nous avons quand même à la disposition un groupe électrogène pour pouvoir continuer à assurer le paquet minimum pour les malades en ce qui concerne les examens, les consultations, mais bien évidemment dans la limite de nos moyens parce qu'il y a une nécessité d'acheter du carburant au quotidien. En ce qui concerne l'eau, nous avons des partenaires qui ont mis à disposition pour nous des forages, mais il nous faut également aussi le groupe électrogène parfois pour charger le forage. Ça fait qu'à un niveau, nous sommes toujours limités. Nous avons également aussi dans cet hôpital des plaques électriques qui vont nous permettre d'avoir quelques services qui sont fournis quand même en électricité, mais avec une capacité réduite, nous ne pouvons pas couvrir tout l'hôpital. À Garoua-Boulaye, il vaut mieux ne pas avoir des cas qui nécessitent une évacuation sanitaire. Tout ce que le gouvernement a trouvé pour cet hôpital, ce sont des motos dont l'action se limite aux activités communautaires. Garoua-Boulaye étant une ville située à plus de 250 km du Bertois, nous avons donc souvent des difficultés dans le sens où quand nous devons référer nos malades, quand nous n'avons pas le partenaire qui nous met généralement en disposition une ambulance, l'hôpital ne dispose pas d'ambulance pour pouvoir référer ces malades à la guise. Donc au quotidien, nous faisons face donc à ce type de problème. Ça peut arriver que nous soyons vraiment débordés. Il y a des périodes vraiment d'affluence où on a vraiment beaucoup de malades, où on n'a pas assez de lits pour pouvoir par exemple répondre à la demande.
Et on a besoin, par exemple, d'avoir plus peut-être de bâtiments ou de lits pour pouvoir accueillir tous ces malades-là. Parce que la demande est forte, que ce soit au niveau des Camerounais ou au niveau des réfugiés qui viennent constamment dans notre hôpital. Lorsqu'on ajoute à tout cela le fait que l'hôpital ne dispose pas de clôture, la coupe est pleine de vols et autres risques d'agression auxquels s'expose aussi bien le personnel que les patients. Des difficultés et bien d'autres qui sont connues du gouvernement puisque l'actuel ministre de la Santé publique et son prédécesseur ont séjourné ici. Les promesses faites à l'occasion de ces visites n'ont pas été suivies d'effet jusqu'ici. Le directeur de l'hôpital et le personnel, bien qu'à nombre insuffisant, se battent tant bien que mal pour donner le meilleur d'eux-mêmes. L'afflux des réfugiés centrafricains et la notification d'une dizaine de cas de Covid en rajoutent à un quotidien qui n'était déjà pas facile. L'hôpital de district de Garoua-Boulaye a besoin d'une thérapie de choc pour relever les nombreux défis qui l'interpellent au jour le jour. De par sa position stratégique à la frontière avec la RCA et la forte sollicitation dont il est l'objet, cet hôpital mérite un meilleur traitement de la part des pouvoirs publics. C'est une nomination historique de la première femme africaine à la tête de l'Organisation mondiale du commerce. L'acte a été confirmé ce jour lors d'une réunion des membres de l'Organisation mondiale du commerce. Ils viennent d'accepter de nommer le docteur Ngozi Okonjo-Iweala comme première directrice générale de l'OMS, décision prise par consensus lors d'une réunion spéciale de cette organisation, elle qui vient à la tête de cette structure au moment où elle fait face à plusieurs défis en matière de régulation des activités commerciales dans le monde. Elle est nommée à l'âge de 66 ans. Elle devra permettre à l'institution de sortir de la crise observée entre les grandes puissances mondiales, notamment la Chine et les États-Unis, et la décision qui vient d'être prise après l'aval donné par l'administration Biden et l'onction pour l'arrivée de cette Africaine, ancienne ministre des Finances au Nigeria, qui prend la tête de l'Organisation mondiale du commerce. Des reportages dans ce journal. La Société Générale Cameroun, cette banque, et l'entreprise Simencam viennent de signer un protocole d'accord pour l'utilisation de la plateforme YOP qui devrait permettre aux différents opérateurs et constructeurs d'acheter du ciment en ligne. Comment cela va-t-il concrètement se passer? Élément de réponse dans ce reportage. Le monde bouge. YOP Cameroun et Simencam bougent avec lui, à travers l'implémentation d'un partenariat et la mise à disposition d'une plateforme de paiement en ligne, MySimencam. Une signature qui vient renforcer la position de YOP Cameroun comme l'instrument phare de paiement en ligne. C'est tout simplement de démontrer que nous sommes la plateforme de paiement par excellence. Nous simplifions la vie à l'ensemble des consommateurs camerounais, quel que soit le produit qu'ils souhaitent acheter. Et puis surtout, quand on achète, la problématique principale, c'est d'être assuré que le montant que l'on a pour l'entreprise, le montant qu'elle a encaissé, et pour l'acheteur, le montant qu'il a dépensé, est bien intégré en toute sécurité. C'est ce que nous proposons. Donc, simplicité, rapidité et puis surtout sécurité, puisque nous parlons d'argent, et c'est bien là notre expertise, c'est de savoir gérer l'argent. Simplicité, fiabilité et sécurité, des atouts mis en avant par YOP Cameroun qui auront su convaincre l'entreprise Simencam. Donc très clairement, aujourd'hui Simencam a une volonté de développer des outils digitaux, et en particulier des outils digitaux qui vont nous aider à vendre du ciment. L'e-commerce, appelons-le l'e-commerce. Et dans ce e-commerce, il y a des choses qui sont indissociables, et en particulier le paiement en ligne. Voilà, et donc on a cherché, dès qu'on a lancé notre plateforme MySimencam, on a cherché des partenaires pour nous aider à assurer ce paiement en ligne. Et YOP, et je vous le confirme, YOP a été un des premiers à dire on est intéressé, on veut vous aider. Et donc on a commencé ce partenariat il y a un peu plus d'une année. Et ça se concrétise aujourd'hui par des actions concrètes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous achetez un sac de ciment sur notre plateforme, vous allez être capable de le payer en ligne avec le YOP Wallet, qui est un outil extrêmement facile et agréable et sécurisé pour garantir à nos clients le meilleur service. Une volonté affichée par YOP Cameroun de rendre plus facile d'utilisation et plus accessible les moyens de paiement en ligne. Une offre déjà disponible au grand public
grossistes comme particuliers, désireux d'acheter du ciment sur la plateforme MyCimencam. Une seule condition à remplir, posséder un compte Yup. Alors il vous suffit simplement d'avoir un téléphone. Yup est un moyen de paiement qui est intégré sur la plateforme de paiement MyCimencam. Ensuite, le client va donc rentrer les coordonnées, ce qu'il veut, le tonnage ou le nombre de sacs de ciment qu'il souhaite acheter. Et ensuite, rentrer donc la référence, le montant du montant de paiement apparaît et le paiement se fait tout de suite en toute simplicité. Donc l'avantage, c'est que vous n'avez pas à vous déplacer dans un point pour acheter désormais votre ciment et vous pouvez le faire directement sur l'ensemble du Cameroun. Yup Cameroun, c'est plus de 5000 points de vente et plus d'une trentaine de partenaires à travers le Cameroun. Un réseau auquel se rajoute désormais l'entreprise Cimencam. Une poignée de main entre Yup Cameroun et Cimencam qui augure le début d'une nouvelle ère dans les solutions de paiement mobile. Alors que son statut va évoluer de microfinance à établissement bancaire, la régionale d'épargne et de crédit annonce son entrée en bourse avec pour ambition d'ouvrir son capital à de nouveaux actionnaires. Le processus vient de faire l'objet d'une communication de la part de l'administrateur directeur général de la régionale d'épargne et de crédit. Reportage. Déjà pionnière à sa naissance en 1993 dans le secteur de la microfinance, la régionale d'épargne et de crédit remet ça en étant le premier établissement financier au Cameroun à entrer en bourse pour vendre ses actions dans la période du 9 au 26 février 2021. L'annonce vient d'être faite à Yaoundé par l'administrateur directeur général de la régionale d'épargne et de crédit lors d'une conférence de presse. Nous sommes partis à la bourse pour lever 8 milliards 232 millions afin de conforter nos fonds propres dans le cadre de la transformation de cette institution en banque universelle. Il est vrai que nous avons des capitaux propres qui sont suffisants aujourd'hui, mais nous avons estimé qu'il faut les mettre à un niveau très appréciable. Avec un capital que la régionale d'épargne et de crédit entend porter à plus de 15 milliards de francs CFA, cet établissement financier entend consolider sa crédibilité avec son entrée en bourse. L'entrée en bourse, pour nous aide à réaliser notre vision, qui consiste effectivement à faire une institution financière solide, qui se veut millénaire, c'est-à-dire celle qui succède à son promoteur. Et ceci avec un actionnariat qui est populaire. Techniquement, les modalités sont présentées comme alléchantes pour le grand public. L'entrée en bourse de la régionale, c'est l'émission de 196 000 nouvelles actions qui sont mises à la vente au public au prix de l'action de 42 000. Donc c'est très simple, vous avez de l'épargne et vous souhaitez investir pour vous, pour vos enfants. De plus, la méthodologie pour devenir actionnaire de fait ne souffre d'aucune entrave. Vous allez dans les points agréés, vous remplissez le bulletin de souscription. Vous pouvez aller donc au niveau des agences de la régionale, vous pouvez aller en ligne pour faire la souscription. Une fois que vous avez rempli le bulletin, que vous avez payé les actions, vous devenez actionnaire à la suite de la clôture de l'opération. Pour le patron de la régionale d'épargne et de crédit, l'entrée en bourse de cet établissement financier est en définitive un avantage pour lui. La bourse devient donc une opportunité au regard des contraintes d'entrer en bourse. Parce que ces exigences, par exemple, l'exigence d'une très haute transparence, pour nous, c'est un élément qui nous permet d'améliorer nos performances. Au moment où la régionale d'épargne et de crédit entre en bourse, à la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, ces chiffres parlent pour elle. Au 30 novembre 2020, elle affiche un bilan de 29,5 milliards de francs CFA, 8 milliards de fonds propres, 1,3 milliard de résultats nets et plus de 100 000 clients dans son portefeuille. Et cette nouvelle qui nous vient de Ngaoundéré, dans la région de l'Adamawa, là où un accident de la circulation a fait 4 morts. C'est une agence de voyage qui a effectué un mauvais dépassement en plein virage à la falaise de Mbé. Et le bus de 70 places s'est retrouvé dans un ravin. Bilan, 4 morts sur place et plusieurs blessés transportés à l'hôpital régional de Ngaoundéré.
Le gouverneur de l'Adamawa s'est rendu sur les lieux afin d'évaluer les dégâts et surtout de comprendre les circonstances de cet autre accident survenu en début de soirée à Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Des chefs traditionnels kidnappés puis assassinés sur la place du marché dans le département du Lébialem. C'est du moins ce que révèle l'autorité administrative dans une localité située dans le département du Lébialem. L'autorité administrative pointe un doigt accusateur sur celui qui est surnommé Field Marshall, qui aurait agi sur instruction de Chris Hanou, un autre leader du mouvement séparatiste installé aux États-Unis. Et du coup, il y a eu une réaction des élites et forces vives de ce département dans un communiqué signé du ministre Paul Tasson qui condamne cet acte barbare et ces exactions commises par les groupes armés séparatistes. Il annonce une manifestation à l'esplanade du musée national à Yaoundé, invitant les populations et forces vives à dénoncer ces actes barbares. Et les proches des personnes mises en cause dans ces exactions ont nié leur implication. C'est Jean-Là. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite. Equinox Soir.